question par rapport à ce qu'on voit là, en fait. Sur la question de la fiction, dans oui. le cadre de l'exposition, enfin, qui n'est pas simplement, j'ai l'impression, sur la photo elle-même, mais aussi la relation entre les photos et l'exposition. Oui. Enfin, je ne sais pas si c'est une question. La question précisément, c'est... Au-delà de ce que vous avez raconté sur oui, le oui. double dans la photographie, c'est comment ça se développe, cette question de la mise en fiction entre les photographies et leur présentation. Oui, les scénographies choisies par Antoine Nagata, le dispositif. Alors effectivement, quand on a lu les textes théoriques d'Antoine Nagata, les expositions comme ça, on a l'impression de suivre finalement le périple de A qui erre comme un chien fou dans tous les champs possibles, dans tous les conflits possibles. Là, on voit des photos de guerre en Libye, on voit des photos de prostitution au Cambodge. Et il y a une photo qui a été prise à Saint-Étienne, qui est la photo du travailleur courbé. Donc, effectivement, c'est les aventures de A qui serait l'anti-Tintin, quoi. Donc, il y a cette forme de profusion et de fuite en avant qui est étalée par le photographe. Donc ça, c'est un premier lien évident pour la scénographie. Le deuxième lien, on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans d'autres journées de recherche, c'est la question du flux. Parce que le A, c'est le double qui est en mouvement et qui permet de s'insérer dans un flux duquel le photographe n'est souvent que spectateur. Donc reconstituer quelque chose, un univers spectaculaire ou anti-spectaculaire, c'est aussi une question importante pour Antoine Nagata. Voilà. On peut aussi voir un éclatement de l'identité du double. C'est-à-dire qu'il y a un éclatement d'identité par le principe du double, mais il y a aussi un éclatement de l'identité du double par la multiplication, la fusion. Oui. Et en fait, sans doute une réunion du double avec le photographe dans la mort et dans l'épuisement, en fait, parce que Antoine Nagata, il dit chercher l'épuisement dans sa pratique photographique, et en réalité, depuis quelques années, il ne parle plus de A. C'est un concept qui a disparu. Et donc il y a sans doute, et c'est depuis qu'il met en place ce type de scénographie. Donc il y a sans doute une réunion de A et du photographe finalement dans la publication de la photographie, dans l'étalement de la photographie. Ouais. J'ai une question pour Hélène qui fait suite un peu à la communication de Clément sur le rapport au fictionnel. Je me demande justement si dans ton travail, est-ce qu'il y a un rapport avec la fiction? Parce que d'après ce que tu nous as montré, ça n'a pas l'air d'être du tout le cas. Et à la fois, il y a toujours la position du père qui rapporte des documents de la guerre, le texte qui t'a écrit, donc du coup, on n'en a pas la trame. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'il n'y a pas une part de fiction aussi qui, je ne sais pas si ça rentre en jeu, le rapport de, je ne sais pas à quel âge tu avais, si je pourrais faire le calcul, mais du coup, est-ce qu'on n'imagine pas aussi le père à la guerre? Est-ce qu'on n'a pas une fiction qui se construit? Justement, je me suis rendu compte de cette dimension quand j'ai commencé mon doctorat. Et c'est vrai que, de par aussi ce côté de transmission, par rapport au texte aussi qui m'a écrit, par rapport au fait que moi j'ai trouvé les documents moi-même, en fait je connaissais pas du tout l'existence de ces documents, donc je pense que inconsciemment j'ai créé, ou en tout cas je commence à créer une fiction autour de ces documents et à me les réapproprier et à me créer ma propre histoire de par les projets que je réalise à partir de ces archives que je considère, en tout cas pour les images de la guerre du Golfe, comme étant très personnelles. Et c'est vrai que je les nomme des archives personnelles et
contrairement aux autres que je vous ai montré à la fin, où j'ai beaucoup plus de détachement et je m'en inspire, mais c'est vrai que les premières, c'est un peu comme si c'est quelque chose qui m'appartenait quelque part. Et je pense que cette fiction est effectivement en train de se mettre en place dans l'ensemble de mon travail. Juste, et après, j'ai une question, mais les archives personnelles, je me suis posé la question, c'est parce que ton père avait le droit de montrer ces images. Est-ce qu'elle n'est pas un secret, défense je sais qu'en tout cas, ces images, bon, il y en a vraiment beaucoup, hein, il y en a vraiment des centaines. Elles étaient dans un carton et qui n'a jamais été ouvert en fait depuis la guerre. Moi, quand je les ai découvertes en 2009, il y avait des articles de journaux, des vidéos. Mais il m'a dit, quand j'ai voulu en fait commencer à travailler avec, il m'a dit que c'était des documents classés, confidentiels. Et il m'a un peu mise en garde en me disant fais attention. Et voilà. C'est vrai que c'est étonnant quand on regarde des vidéos, on peut se poser la question de la confidentialité, de la diffusion, de la démonstration d'un tel document, puisque on est vraiment sur le lieu du bombardement, sans filtre quasiment. Oui, parce sans que filtre. Cette vidéo-là, elle échappe au montage, contrairement à la vidéo suivante avec les bandes son qui sont un peu en décalage, voire même dérangeante par rapport aux... Il y a de la musique classique et la BO de Top Gun en fait sur les. Ah oui. Quand on a toutes les références, effectivement. C'est vraiment les gars à la guerre qui vont se raconter leurs histoires par rapport aux films qu'ils ont vus de guerre et qui vont remettre une bande son dont il y a vraiment un mélange là. Je ne savais pas calculer que c'était ça. Il y a Olivier Belon. Oui, je voudrais poursuivre sur ces petits films. C'est extraordinaire. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez étonnant entre la fiction et la... On ne sait pas comment appeler ça d'ailleurs, parce que ce n'est pas du documentaire, puisque c'était quand même un militaire qui a réalisé ça dans le cadre d'une mission. Et les films sont assez étonnants parce que donc on voit les missiles, c'est-à-dire qu'il atteignent leur objectif, puis l'image commence à trembler. Il faudrait voir quelque chose, il y a une petite musique électronique par-dessus. Ouais. Le documentaire, il y a une espèce de bagatelle classique là, pour le piano qui arrive là-dessus. C'est assez surprenant, alors que c'est quand même au départ, vous dites que c'est des images personnelles, alors que quand même au départ, c'est les seules images qui ont été réalisées de cette guerre et qui n'ont jamais été visibles. Les reporters, eux, n'avaient pas accès au terrain, ils n'y voyaient rien. Donc il y a quand même une ambiguïté entre cette idée de documentation personnelle et que cette documentation soit tirée d'images qui ne sont pas, on n'a pas le droit de voir normalement. Ça m'a fait évidemment penser au travail de Sophie Hubert. J'ai beaucoup travaillé, mon mémoire de 4e année, c'était principalement axé sur son travail et sur le travail d'Haroun Farouki aussi. Et c'est vrai que Sophie Ristel-Hubert, j'ai eu l'occasion de la rencontrer. Et donc j'avais effectué en fait un parallèle entre ces photographies du coup de la guerre en Irak, parce qu'elle est arrivée 6 mois après la fin de la guerre, et les images en fait à partir desquelles je travaille qui ont été réalisées en fait 6 mois avant. Et voilà, du coup j'avais établi un parallèle et j'avais beaucoup discuté avec elle de cette dimension c'est vrai que moi je me sens très proche de son travail aussi et en même temps est-ce que à quel endroit on pouvait situer la frontière entre sa démarche qui est un travail aussi d'artiste et un travail de photographe et mes propres images qui sont en fait qui ont valeur d'archive aujourd'hui et qui ont une valeur documentaire. Voilà. J'avais travaillé sur cette notion-là. Oui, Olivier. Clément, il n'y a pas de différence entre le reportage et le documentaire? Si. Je m'y attendais. Hein. Alors, évidemment, je suis parti que du... la première chose qu'on peut opposer, c'est que finalement, Henri Cartier-Bresson, c'est pas le théoricien du
enfin, je veux dire, le photoreportage a été bien mieux analysé, bien mieux défini que par des universitaires ou des photographes que par Henri Cartier-Bresson, qui finalement a peu écrit en comparaison de son travail photographique. J'ai pris, et donc il y a évidemment une différence entre le reportage et le documentaire, hein, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. C'était un petit peu difficile à faire rentrer dans la communication. Pour Antoine Nagata, il n'y en a pas vraiment, parce que tout est à distance égale, en fait. Donc il y a cette figure anti-paternelle de Henri Cartier-Bresson, qui introduit en fait une confusion, qui est que effectivement on se pose pas trop la question chez Magnum il y a un héritage, il y a l'héritage d'Henri Cartier-Bresson qui a défini une pratique pour les photographes qui défie la précision en fait des définitions documentaires et reportages. Donc un photographe comme Antoine Nagata, lui, il est pris dans un vortex qui est contre tout ça de toute façon. Donc voilà. Une communication écrite serait plus précise, et là c'est confus, je te le confie. Non, mais c'est surtout en fait, ce qui est assez amusant, c'est de voir que même à travers ces expositions, ils mènent on pourrait considérer comme des photographies plus intimes et des photographies plus de reportage, plus documentaires, justement, les photographies Magnum. Il les mélange complètement, il les superpose, il les associe, il y a vraiment une saturation, une sursaturation. Alors, est-ce que Nagata est encore dans cette posture du photographe de Magnum qui essaye de se débarrasser de la figure du père? C'est-à-dire que Cartier-Bresson est toujours là et tout photographe de Magnum passe son temps à essayer de se débarrasser de lui. Je pense qu'il y a deux écoles. En fait, faudrait vraiment travailler sur un Magnum pour bien comprendre ce que c'est et comment les photographes travaillent, se répondent, se querellent, se font la guerre, et comment la figure d'Henri Cartier-Bresson... Je suis parti de la figure d'Henri Cartier-Bresson parce qu'il y a la réalité de la démarche scientifique, justement, de définir ce que c'est documentaire, reportage, puis il y a la réalité du business photographique, en fait, et qui fait que pendant presque jusqu'aux années 80, en France, si on ne faisait pas du Henri Cartier-Bresson, c'était difficile d'avoir droit de cité. Et puis après, d'autres voix sont venues se mêler à ça. Et Antoine Nagata, est-ce que je vais me mouiller en disant ça, parce que je pourrais le prouver, mais pas vraiment là. Je pense qu'il s'en fiche un peu. Officieusement, il est rentré dans Magnum parce qu'il n'aimait pas du tout ça et qu'il voulait faire exploser cette machinerie. Et je pense qu'il a en fait monté un arsenal conceptuel où il a inventé une figure du père qui est Henri Cartier-Bresson, dont à mon avis il se contrefout, pour pouvoir en fait rentrer en guerre de manière comme Debord l'avait fait avant lui, quoi, contre la machine spectaculaire Magnum. Je crois que c'est ça l'idée. Cartier-Bresson est juste le représentant d'une imagerie qu'il a. Oui et non. Oui et non, parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'Antoine Nagata, il a été identifié une photographie qu'il ne montre pas, mais qu'il nomme, qui est cette photographie de Mexico, où il a dit ça je peux l'utiliser. Et finalement, je pense que vraiment, Nagata, quand il est tombé sur cette photographie, il s'est dit mince, c'est moi. Il cherchait peut-être à faire quelque chose de très différent. Ses profs de photo à Antoine Nagata, c'est Nan Goldin et c'est l'ICP de New York. Donc ces figures tutélaires, d'ailleurs, dans les textes qui suivront, c'est très clairement ça. C'est pas Henri Cartier-Bresson. Mais il a été cherché dans l'œuvre d'Henri Cartier-Bresson, qu'il a vraiment exploré. Il a trouvé une image qui n'avait rien à voir avec le reste. Et il s'est dit, donc, c'est la faille, je peux rentrer par là. Oui, c'est pourtant une image que Cartier-Bresson, il ne l'a jamais cachée. Elle
Oui, oui, oui. C'est... Oui, Henri Cartier-Bresson, lui, il n'a pas de problème avec cette image-là. Parce que de toute façon, Henri Cartier-Bresson, il a une distance ironique, en fait, vis-à-vis même de sa pratique. Et plus il avance dans sa vie, plus il a une distance ironique vis-à-vis d'un dogme qu'il a posé, mais qui est plus le fruit d'une fascination et d'un fétichisme pour Cartier-Bresson qu'il y a eu en France. Mais Antoine d'Agata, il va en guerre contre ça. Donc il réutilise les symboles de l'ennemi, entre guillemets. C'est-à-dire que lui, il ne s'attaque pas à l'homme, mais au mythe. Oui, oui, c'est ça. Lui-même est très détaché du mythe qui était construit autour de lui. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est pour Clément, évidemment. En fait, dans cet usage donc, de la drogue, qui est vraiment une façon d'aller jusqu'à l'épreuve, alors je ne sais pas si c'est essayer d'éviter la question du prix de la vie, ou enfin bon, etc., enfin tout ce qui est mis en branle à travers ça. Est-ce qu'il y a une façon d'entretenir un certain trouble spéculaire, c'est-à-dire d'essayer de garder toujours une expérience limite un petit peu Oui, oui. Alors, Antoine d'Agata, il passe son temps à le répéter jusqu'à la nausée dans tous les sens du terme. Je veux dire, le titre du livre dont j'ai principalement parlé, c'est Ice. C'est le nom d'une drogue. Il y a une fascination presque romantique, quoi, pour la drogue chez Antoine d'Agata, parce que c'est l'essence, quoi. C'est ce qui permet à A d'avancer, quoi. C'est le combustible. Et c'est le combustible, d'ailleurs. Enfin, le terme n'est pas employé par d'Agata, mais lui, il est en combustion permanente. Et son but, c'est de s'épuiser. Donc la drogue, c'est parfait. Ça permet d'épuiser le corps, donc de tendre à l'annihilation. Et en plus, ça le rapproche de ses sujets, ça le désinhibe. Donc il a tout à fait théorisé ça. Et en testant toutes les drogues et en essayant de voir ce qui lui permet d'aller le plus loin, ce qui lui permet de rester le plus longtemps. Il parle beaucoup dans Ice de la manière dont il alterne entre plusieurs drogues, dont il fait des périodes de sevrage pour pouvoir continuer son travail photographique et pour pouvoir rester immergé en fait dans ce milieu-là. Donc oui, il y a l'idée d'Agata, c'est, enfin, si on l'écoute, c'est de se dissoudre en fait dans ce monde-là par tous les moyens. Aujourd'hui, il est encore en vie. La notion d'aliénation qu'avait utilisée Proust. Oui, il y a c'est ça en fait. On peut la question de l'aliénation, elle est vraiment à poser. Bon, parce que chez Hegel, il y a deux types d'aliénation dans le texte original. Il y a le Entfremdung et le Entauserung. Et effectivement, ça correspond à une aliénation qui est vraiment une sortie de soi forcée, et une aliénation qui a une valeur plus positive, qui est de trouver la force de s'aliéner pour faire autre chose que ce qu'on fait. Et donc on peut se poser la question de où en est Antoine d'Agata, mais il voit une dimension d'aliénation dans la photographie. Il ne la refuse pas, mais il cherche à la compléter d'un autre regard. Et donc oui, s'aliéner, se dédoubler, trouver la force de s'aliéner pour avoir deux regards, le regard photographique, la distance de l'objectif, et puis le regard le plus, la nécromancie, quoi, le regard le plus humain, suivre son sujet, être son propre sujet. Alors justement, je me demandais pour vous deux d'ailleurs, quel pouvait être, donc à partir du corpus qui vous intéresse et que vous travaillez, la relation, l'articulation, la distinction entre vision et regard. Aussi bien dans le travail d'Hélène que dans son approche théorique, Clément. Et par rapport à Hélène en particulier, dans cette reconstitution du panorama. Parce qu'il est question dans ces vues aériennes, finalement, d'un point de vue totalement fixe, donc qui ne correspond pas à ce qu'est le regard, qui implique la mobilité, voire la motilité, pour reprendre
c'est Adous Huxley qui avait écrit un livre sur la théorie du regard. Et est-ce qu'il, je ne sais pas, c'est une question que je me pose, est-ce qu'il s'agit de rejouer ou d'engager de nouveau une motilité, c'est-à-dire un parcours de l'œil pour refaire regard à partir de ces points de vue, donc d'une vision qui est une aliénation du regard initialement, et de même, je ne sais pas, à travers l'œuvre d'Antoine d'Agata, échapper au point de vue, puisqu'il s'est intéressé à cette photo de Cartier-Bresson avec des qualités de flou qui peuvent renvoyer à une perception humaine, regardante, au-delà même du point de vue, de la vision appareillée. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez de cette articulation entre vision et regard. Moi, justement, par rapport à ce panoramique, c'est vraiment dans cette dimension de effectivement refaire regard. Parce que du coup, j'ai reconstitué en fait le panoramique à partir de 3 images. Et ce serait aussi une sorte de deuxième regard mais qui serait aussi le mien, mon propre regard en fait sur ce paysage, et que je repropose et que je reconstitue. Et moi, à partir dans cette notion de regard, je parlerai vraiment en fait du regard que moi j'ai sur ces documents, mon regard personnel, et que je repropose à travers mes projets, que ce soit aussi dans le travail avec les photogravures, où j'ai réinterprété, je me suis réapproprié ces images pour offrir en fait un nouveau regard. Enfin, moi je me situe en tout cas à ce niveau-là. Je sais pas si j'ai répondu. Je ne sais pas. Je ne sais pas si toi, Clément, tu as quelque chose à rajouter par rapport à... En fait, c'est intéressant d'avoir le travail d'Hélène et puis d'avoir confronté le travail d'Antoine d'Agata, qui sont évidemment différents, mais il y a certains travaux d'Antoine d'Agata qui sont qui sont des paysages semi-abstraits, quoi. Donc on retrouve en tout cas une proximité esthétique parfois. Et effectivement, il y a un mot de Raphaël Garrido, c'est là-dessus que j'ai perdu une partie de l'audience. C'est quand il y a ce jeu de regard confus, alors qui voit quoi, mais finalement personne ne voit rien. Et Raphaël Garrido, il dit finalement le spectateur comprend qu'il n'y voit rien, quoi. Et il voit à peine qu'il n'y voit rien. Et c'est un peu cette superposition des regards, c'est un petit peu ce qu'on a, je crois, dans le travail d'Hélène. Parce que elle, quand elle en parle, on voit un deuxième regard biographique se poser sur ces images-là. Donc il y a des niveaux de lecture, des niveaux de regard, mais la première chose qu'on a en tant que spectateur quand on voit ça, c'est qu'on est vraiment dans la vision. Parce qu'on voit bien qu'un spécialiste de l'image topographique ou quelqu'un qui a participé à la guerre, quelqu'un qui sait lire ces images, qui sait lire éventuellement les légendes qui font partie des images, on voit bien qu'il va comprendre, qu'il va pouvoir regarder ça avec un œil. Mais nous, on est face à ça, on voit bien qu'on n'y voit rien, quoi. Est-ce que c'est à ce moment-là que peut se déployer un regard ? Effectivement, et à partir de là, chacun va se forger son parcours, je crois, vis-à-vis de ces images. Oui. Et on a le même. Et je crois que c'est aussi ça que Antoine d'Agata recherche. C'est que quand on a des images, ça c'est assez explicite, mais quand on a des images comme ça, qui sait comment ça se passe, quand on a des murs entiers de corps pris dans leur abstraction, alors qu'est-ce qu'on fait en tant que spectateur ? On est obligé d'assumer la responsabilité de son regard. Si on veut aller au-delà de la vision, eh bien, il faut s'engager, il faut construire, il faut réfléchir, il faut tisser une relation avec ce qu'on voit. Et donc, évidemment, qu'on fait un regard qui sera nourri de notre propre biographie, de nos propres doutes. Donc là, il y a des réseaux de lecture qui se développent, je pense.
contexte de ces photographies, est-ce que du coup, il n'y a pas un sacrifice qui est fait par rapport entre une dialectique entre la vérité d'un moment et la vérité d'un contexte? C'est-à-dire que quand on est au plus près, on décontextualise justement les photographies qui sont prises, et au regard justement de cette exposition, il y a une mise en relation avec des contextes différents, et du coup, voilà, est-ce qu'il y a justement ce sacrifice-là? À un moment donné, pour être dans la vérité d'un moment, il faut sacrifier la vérité d'un contexte, ou c'est peut-être un peu confus, mais... Non. Mais je crois qu'il y a la question du documentaire et du reportage, en fait, qui revient là-dedans. Antoine D'Agata, lui, il n'apporte pas vraiment de réponse à tout ça. Il cherche avant tout à ébranler la structure de l'exposition de la vérité telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc déjà, s'il y arrive, je pense qu'il a atteint son objectif artistique. Lui, il cherche à nous faire sortir du régime de la vérité, en fait. On peut réfléchir esthétiquement à ce que c'est qu'aujourd'hui... c'est aporie. Voilà, c'est ça. En fait, la question, c'est est-ce qu'on est sorti du romantisme qui propose comme but ultime de l'image et de l'imaginaire, finalement, le retour à la vérité, l'exposition d'une vérité totale sur le monde. Le Guy Debord, les situationnistes, Antoine D'Agata, on pourrait en discuter, mais qui se veut quand même le pendant photographique et contemporain de ce situationnisme, questionne tout ça et propose une sortie vraiment rapide et avec pertes et fracas du romantisme qui prône toujours l'idée qu'il faut aller trouver une vérité. Donc passer du très près, du devant l'objectif au derrière de l'objectif, provoquer ces jeux de flou, de confusion, c'est évidemment c'est ça en fait. La question, c'est plus est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce qu'on va avoir, est-ce qu'on va savoir, est-ce qu'on va pas savoir, c'est est-ce que finalement il faut pas sortir de ce questionnement-là. Une dernière remarque avant de clore cette première partie de matinée. Non, ça lance un peu une discussion pour prolonger, mais moi, par rapport à ce que vous venez de dire, pour moi, D'Agata, c'est absolument romantique. Oui, mais non, mais la question de la vérité, aussi. justement, qu'est-ce que fait D'Agata en se mettant dans ses photographies? C'est exactement ce que fait Caspar David Friedrich, c'est la figure du Wanderer dans le promeneur contemporain de nuages, mais qu'on retrouve cette figure dans tous les tableaux, et c'est parce que la vérité romantique, c'est justement pas une vérité qui peut se donner à distance, c'est une vérité qui ne peut que s'éprouver dans une fusion du moi avec le monde. Donc on est, moi je trouve qu'on est complètement dans cette figure romantique. Mais moi aussi. Et qui est fragmentaire, la vérité romantique est fragmentaire. Les fragments du romantisme Guénin fonctionnent sur le mode du fragment que l'on voit ici. Pour moi, on n'est pas du tout à une sortie. Non, moi non plus. Je présente d'un côté le discours d'Antoine D'Agata, et donc qui est avec ses complexités, ses retournements, ses apories. Et effectivement, je pense qu'il faut être radicalement critique vis-à-vis des photographes et de la photographie en général, et comprendre dans quoi on est. Antoine D'Agata essaye, lui se définit comme romantique, il le dit. Mais d'un autre côté, toute sa pratique tend à abolir le régime de l'esthétique romantique. Et d'un autre côté, tout ça pose la question de est-ce qu'on peut sortir du romantisme aujourd'hui? Est-ce qu'on est... Qui en sort vraiment? Comment ça fonctionne? C'est une discussion que l'on pourra poursuivre dans un autre temps.